Bon, alors pour finir sur une note plus ludique, voilà, là, on a été régulièrement interrogé ces derniers temps par rapport à des techniques curatives, le regreffage des souches, des tentatives d'inoculation de produits à l'intérieur des souches et une technique particulière, le curetage des souches. Donc il consiste avec un outil à aller retirer un maximum d'amadou dans les souches qui sont atteintes par les SCA. Bon. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette technique? Alors c'est un petit peu penché avec Philippe Larignon sur le côté historique, toujours, parce que ça commence toujours par là. C'est toujours, on peut pas, ce sont des maladies aussi vieilles que la vigne. On peut pas s'exonérer de faire un petit peu quand même d'examen critique historique. Donc on trouve des mentions anciennes de techniques qui peuvent s'apparenter à du curetage, aussi anciennes que les mentions de la maladie elle-même. Voilà. Donc Columelle, Pline l'Ancien, pour parler des auteurs latins, au 1er siècle après Jésus-Christ, ils ont décrit des techniques qui consistent à retirer le bois carrié. Voilà, ce genre de choses, je ne sais plus comment ils nomment, peu importe, mais enfin le bois atteint, retirer des parties qui sont gâtées, des parties gâtées, voilà comment ils disent. Donc, bon, du recépage, du curetage. Pierre de Crescens, italien, lui, c'est beaucoup plus précis, où il dit qu'il faut retirer tout le bois qui est abîmé, mou à l'intérieur de la souche, etc. Au XVIIIe siècle, c'est encore plus précis, Nicolas Bidet, etc. Et tout ça se faisait avec un certain nombre d'outils, des racloirs, des serpettes, etc. Au XIXe siècle, c'est là que la technique commence à être nommée, et d'ailleurs pour la première fois en 1906, où c'est dans le courrier des lecteurs du Progrès agricole et viticole, où il y a un correspondant qui décrit à la fois l'amadou, donc c'est là que c'est la première fois que le mot ISCA est transcrit en français, c'est en 1906, et il retire les pratiques des vignerons pour retirer l'amadou avec des hachettes. Voilà. Et après, petit à petit, c'est un petit peu, ça émaille un peu la littérature jusqu'en 1921, où là il y a un ouvrage important par Lafon, qui parle d'abord, premièrement, surtout de la taille en guyot poussard et du respect des flux de sève, 1921, et un chapitre qui est réservé à cette technique expérimentée par justement ce vigneron, M. Poussard, qui a cureté, vous voyez, les images de souche là, c'est de la dentelle, c'est exactement ce qu'on obtient aujourd'hui mais avec des tronçonneuses, et qui a expérimenté cette technique. Et là, c'est dithyrambique, il n'y a pas vraiment de comptage, mais alors ça marche magnifiquement, 95%, etc., baisse de mortalité. Voilà, bon, c'est sûrement un petit peu dans l'enthousiasme de l'époque. Il n'empêche que, bon, c'est relaté, mais après c'est resté un petit peu silence dans la littérature. Et qu'on peut s'interroger après sur le mécanisme d'action. Si ça marche, quel est le mécanisme d'action? L'inoculum, pourquoi pas, réduire des toxines, obtenir une réaction de la plante, une espèce de traumatisme, elle réagit par des molécules de défense. Là, pour l'instant, ça, de toute façon, je vous le dis tout de suite, c'est pas tranché. On ne sait pas trop, on n'a pas tellement de... Voilà. Une technique similaire, ça j'ai pris cette photo dans les Hautes-Corbières, consiste, et qui est décrite aussi depuis 1920 et quelques par Pierre Viala, consiste à ouvrir un petit peu les souches en deux, à les maintenir ouvertes avec une pierre pour que l'air circule à l'intérieur. Le problème, c'est que les champignons, ils vivent à l'air. Ce sont des champignons aérobies. Alors, ce serait peut-être plutôt pour limiter l'humidité stagnante. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est associé au curetage, cette façon d'ouvrir les souches et de les laisser ouvertes. Bon, ça s'apparente à ça. Quelques observations. Toujours des observations. Là, dans les vieilles vignes, on voit parfois des souches complètement décharnées, qui ont perdu ce bois dégradé. Voilà, celle-ci, là, c'est la parcelle monument historique. On dirait que c'est une personne avec une jambe en l'air. Voilà, et toute cette partie-là, c'est pas le porte-greffe, tout ça, c'est franc de pied. Et le bois dégradé, il est tombé tout seul, il s'est évaporé, personne ne l'a cureté. On a des espèces de curetage naturel, d'autres photos. Dans la nature, parfois, des souches qui ressemblent un petit peu à ce qu'on obtient quand on retire exprès le bois.
Voilà à quoi ça ressemble quand on le fait avec des tronçonneuses, sur des souches avec des bras, sur des souches on n'a pas de souche en guyot là, enfin moi aussi là, ici. Voilà, donc il faut gratter. Alors on n'attaque pas que du bois mort, hein. Vous voyez qu'il faut quand même faire des gouttières. Et donc on va trancher quand même, on peut pas éviter de toucher un peu de bois vivant, mais quand on tombe sur du bois mort, bon, mais ça creuse, enfin, la tronçonneuse s'enfonce dedans, et là, il faut racler tout. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on fait le boulot exhaustif. Hein. Alors, du coup, on s'est posé des questions. Alors, est-ce que ça marche? Première question, est-ce que ça marche? Bon, pour ça, il faut mettre en place des essais. Quel type d'indicateur? Est-ce que c'est le taux de rémission ou la baisse du taux de réexpression des maladies? Est-ce que c'est la baisse de la mortalité? Sur quoi ça joue exactement en termes de symptômes? Quelle est la durabilité de ces souches? Parce que quand on est quand même sur des souches palissées avec un passage d'une machine, un vendanger, par exemple, des souches réduites en dentelle comme ça, on se demande quand même quelle est leur durabilité une fois qu'on on les a privés d'une partie de leur tissu de soutien, parce qu'encore une fois, il faut les ouvrir, hein. Il faut faire une gouttière. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la vigueur et la productivité et la qualité? Et puis après, j'ai déjà dit qu'on n'avait pas tellement de réponses. Quel est le mécanisme d'action? Donc un essai a été mis en place en Alsace, hein, voilà, sur les modalités cureté, non cureté, etc. Et des notations ont été faites et sont toujours en cours. L'essai a été même agrandi cette année. Hein, il y a de nombreuses autres souches qui vont être faites. Donc notation sur le suivi de l'ESCA dans les populations de souches curetées, non curetées, sur la vigueur, peser des bois de taille, sur la récolte, hein, peser des grappes, etc., des souches curetées, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Sur 3 années de mesure, 2016, 2017 et 2018, dans les souches, sur les souches curetées, on obtient une réduction générale importante des symptômes. Alors, ce qui est marquant, c'est que ça réduit le symptôme prépondérant de l'année. Parce que l'expression des maladies du bois, ça peut se traduire une année par beaucoup d'apoplexie, ça peut se traduire l'année suivante par plutôt des symptômes type symptômes foliaires. Bon, il s'avère que il y a eu différents niveaux d'expression des différents symptômes sur les 3 années de suivi. Dans les modalités curetées, on a observé une baisse générale des symptômes majoritaires de l'année. Hein, quand le symptôme majoritaire, c'est l'apoplexie, on a une forte réduction de l'apoplexie. Quand c'est les symptômes foliaires, c'est les symptômes foliaires qui réduisent. Voilà. Donc, apparemment, une efficacité. J'avoue que moi, je suis un sceptique par nature. Bon, mais au vu des résultats qui ont en plus été faits dans un cadre assez carré par notre collègue d'Alsace, force est de se rendre à l'évidence. Il y a un effet sur l'expression des symptômes. Là, d'autant plus que il y a d'autres essais, je l'ai montré tout à l'heure, qui montrent la même chose. Ils sont peut-être un peu moins précis, mais ils montrent la même chose. Voilà. Après, sur les facteurs de la vigueur et du rendement, peser des bois de taille, aucun impact. Sur les souches qui, une fois qu'elles ont été curetées, on se retrouve au même niveau, hein, comparé à une souche qui n'a pas été curetée et qui n'est pas malade. Hein, c'est ça le point de comparaison. Donc on a une vigueur normale sur les souches curetées, hein, par rapport à une souche normale, non malade. Et tous les paramètres du rendement, c'est la même chose. Un poids moyen DB, nombre de grappes par souche et poids de récolte générale par souche. On retrouve des souches qui se comportent parfaitement normalement, comme si elles n'avaient pas été malades. Voilà. Donc aucune différence, hein, sur les composantes du rendement. Bon. Concernant les paramètres de qualité, aucune différence, à juste un point près, alors, mais ça c'est à vérifier, hein, des taux d'azote assimilables un peu plus élevés dans les souches curetées par rapport aux souches non curetées et non malades. Sur les 2 années de mesure de l'azote, ça a été fait sur 2 années, à chaque fois il y en a eu un peu plus, à confirmer, mais par contre sur tous les autres paramètres, hein, degré probable, acidité totale, pH et niveau des acides, malique et tartrique, pas de différence. Donc les souches, on peut considérer qu'elles vivent normalement après cette opération de chirurgie, parce que c'est un peu ça. Voilà, donc sur les mous. Donc pour conclure dans cet essai qui est toujours en cours, et là où on s'intéresse à la survie à long terme, ça aussi c'est un critère qui est quand même important, le curetage a permis de diminuer l'expression, pas eu d'effet sur la vigueur, ni sur les composantes du rendement, et soit nul, soit faible sur la qualité du raisin. Voilà. D'autres essais sont concordants, donc se sont attachés surtout au suivi des maladies du bois.
Donc c'est mené par la SICAVAC qui a été pionnière dans la remise au goût du jour de cette technique, hein, qui décline même ça en session de formation au curetage des souches. Donc vous voyez, bon, bah, sur des modalités curetées, hein, on tombe de 14,2 à 4% d'esca, voire même en dessous, hein, si on fait du curetage systématique, c'est-à-dire y compris des souches qui n'ont pas exprimé mais qui sont peut-être susceptibles d'exprimer un peu plus tard. Voilà, enfin les taux de réexpression, hein, retombent très très faiblement, hein, vous voyez, 3,5% par rapport à 46%, et avec beaucoup moins aussi de souches mortes, enfin beaucoup moins, un peu moins de souches mortes sur cet essai. Voilà. Donc même type de réflexion, c'est-à-dire baisse générale des différents symptômes, hein, liés aux maladies du bois, mortalité, réexpression foliaire, etc. Sur un peu moins de souches, sur des effectifs un peu plus faibles, exactement la même chose. Bon, c'est pas très net, qui a été fait par les collègues de la Chambre du Vaucluse et de l'arrêt de vie. Voilà, exactement pareil. À droite, c'est les souches témoins, à gauche, les souches curetées, avec les différents systèmes, les différents types d'expression, hein. Donc à chaque fois, les modalités curetées expriment moins les symptômes, quel que soit le type de symptôme. Voilà, y compris de la mortalité. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Sur les essais, les quelques essais qui sont un peu carrés et qui ont été mesurés exhaustivement, qui ne se contentent pas de dire oui, on a 95% de. Voilà, parce qu'il y en a encore. Voilà. Mais toujours est-il que tout le monde est d'accord au niveau des essais sur la baisse générale des symptômes qui suivent le curetage. Reste, comme je l'ai dit, à voir sur le long terme. Voilà. Donc il y a des nouveaux essais qui sont en cours. Par contre, juste pour s'apesantir un petit peu, le raisonnement technico-économique, il est indispensable, hein, sur la mise en place de cette technique. Ça ne demande pas une technicité énorme, hein. J'ai essayé, c'est pas... voilà, une fois qu'on a vu un petit peu, on repère assez rapidement les zones de bois mort. Bon, ça se fait. Par contre, quand on a fait, je sais pas, 100 ou 200 souches dans la journée, 200 déjà, c'est un maximum, hein. C'est quand même très long. Il faut entre 3 et 5 minutes sur une souche en guyot. On peut passer un quart d'heure sur une souche en cordon où il faut aller gratter les bras, hein, et en faisant gaffe au fil pour pas prendre la lame de la tronçonneuse dedans, parce que voilà, là aussi c'est pas si simple. Donc et les gobelets, c'est pareil, si on veut aller gratter les bras, et après comment ça se tient, bon. Donc il y a un raisonnement à faire par rapport au temps, par rapport à la valorisation du produit qu'on en tire, etc. Et par rapport à la durée dans le temps de ces souches, et pour l'instant on n'a pas encore les clés. Voilà, donc c'est pour ça que c'est en cours. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette technique du surgreffage. Je peux signaler que sur le site Wine Network, qui est un site dédié à un projet européen, il y a une fiche assez détaillée sur le surgreffage, quelques résultats, quelques aspects très pratiques, hein, voilà. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions sur l'ensemble de ce que je vous ai présenté, c'est un peu dense, hein, mais... Alors, mortalité phylloxérique, j'ai jamais déterré pour voir pourquoi certaines marcottes crevaient ou pas. Non, moi j'ai pas d'observation directe, hein. Après, c'est des racines de vinifera, donc elles sont forcément sensibles au phylloxéra. Après, quelle est la dynamique des populations de phylloxéra, parce que c'est ça la question. Quand c'est comme ça au milieu d'une souche, d'une parcelle où il y a beaucoup de souches greffées, on sait que ça va pas aller forcément très vite. Par contre, le marcottage, c'est toujours pareil, c'est la même réflexion, c'est que la souche d'à côté, la souche mère, tant qu'elle est vivante, on la garde. Donc moi, j'ai des belles photos de marcottes où la souche mère, elle claque d'un coup d'apoplexie, et tu as la marcotte qui claque en même temps. Donc là aussi, ça veut dire que probablement le système racinaire, soit il n'est pas assez mature pour alimenter la souche fille, soit il est abîmé par le phylloxéra, et le fait que l'autre elle peut plus l'alimenter, ça fait crever la marcotte. Donc voilà, par exemple, hein. Quand une souche mère est virosée, évidemment la marcotte est virosée. Donc voilà ce que je peux dire. Mais non, moi j'ai jamais observé directement de dégâts de phylloxéra sur ces marcottes, quoi. Non, je pense même que c'est plutôt tant que l'autoroute existe entre le pied mère et le pied fille, l'alimentation de sel elle se fait principalement par là. On va avoir déterré quelques-uns justement pour voir un peu comment ça se passe dessous. Ouais. Le nouveau pied il n'a pas trop d'intérêt à
Alors, moi, On voit bien que les marcottes grossissent. Dans ces cas-là, ils grossissent relativement bien dans le temps. ah oui, oui, la marcotte grossit, y compris le lien descendant qui est entre, voilà, qui est entre la vieille souche et la souche neuve, effectivement. Donc c'est signe qu'effectivement ça continue à transférer. Voilà. Donc intuitivement, oui, moi c'est ce que j'aurais pensé, hein, mais n'en ayant jamais vraiment observé de près moi-même, bon, je me méfie aussi de mes intuitions. Mais bon, oui, là-dessus je comprends parfaitement. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est une pratique qui ressort. Voilà, c'est une pratique un peu de simplicité dans les parcelles, un peu au bout du rouleau, où les remplacements, on regarde aussi que c'est pas la panacée. Ouais. Donc les viticulteurs se posent cette question-là, ils le font aussi, donc c'est une question qui se pose aussi. Dans mon vignoble, en tout cas, je ne vois pas vraiment de grosse mortalité de marcotte. J'irais même un peu plus loin. C'est le cas d'une parcelle aussi, si on dit pas 150 000, alors je ne suis pas sûr effectivement qu'il y a une parcelle, mais parcelle de 15 arbres de pilon, ça fait 15 ans qu'elle a été plantée en franc de pied, à côté d'autres parcelles, et ils n'ont pas un pilon plus dedans. Il y a des cas, oui, il y a des cas. Après, oui, à l'INRA de Bordeaux aussi, ils m'ont décrit une parcelle, mais après c'était dans des sols graveleux. Alors bon, les sols graveleux, on sait que le phylloxéra, c'est pas là où il est le plus virulent. Il y a effectivement des cas de parcelles qui tiennent, oui, une quinzaine d'années, 20 ans. Par contre, ce qui s'est vu aussi, c'est que à partir du moment où ça commence, ça va très très vite. C'est-à-dire les premiers signes de dépérissement, 2-3 ans plus tard, c'est fini. Ça va très vite parce que ça veut dire, c'est les premiers signes de dépérissement, ça veut dire début de redéveloppement d'une population importante, et alors après ça s'emballe et ça va vite, quoi. Voilà. Mais là, on peut penser effectivement, hein, oui, ça peut être un peu trompeur de voir des parcelles qui poussent, c'est fini, on n'a plus de problème de phylloxéra, ou il n'y en a jamais eu, enfin bon, on entend toutes sortes de choses aussi. Mais bon, à généraliser ça, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hein. Donc on a vu ce que ça a donné au 19e siècle, le phylloxéra, c'est que, oui, il a fallu certainement, je ne sais pas, des années avant qu'il se multiplie, qu'il s'implante, etc., à partir de quelques introductions, probablement ça. Mais à partir du moment où c'est multiplié, c'est allé à la vitesse d'un cheval, quoi. Voilà. Donc là c'est pareil. Voilà. On ne parle pas de planter des vignobles complets en franc de pied, on parle juste de remplacer. Remplacer par du marcottage, moi, personnellement et intuitivement, sur une parcelle qui est vieille, comme tu dis, qui a peut-être 10 ans d'espérance de vie en plus, c'est une très bonne chose. Moi je ne vois pas, honnêtement. Voilà, après, le marcottage, ça a toujours été considéré comme une technique affaiblissante pour la souche mère. Maintenant, si elle a suffisamment de vigueur pour alimenter ce truc en plus avec l'apport de quelques racines supplémentaires, bon, c'est une façon plus logique de remonter un peu le niveau de production d'une parcelle que de mettre un complant qui va mettre 10 ans à faire quelques raisins, surtout sur une vieille parcelle. Voilà. Ah, la préconisation, elle est de ne pas affranchir. De ne pas, de ne pas couper. Par rapport au phylloxéra. Ouais. Non, pas tellement. Là non plus, les essais carrés. J'ai pas vu. C'est vrai que c'est des choses aujourd'hui qu'on considère comme un peu marginales, alors que c'était des techniques. Il n'y avait que ça avant. Le marcottage, c'était voilà. Donc là, j'ai pas plus d'idées que mes intuitions. Voilà. C'est interdit. Il y a un moment, on a arrêté parce qu'on faisait une marcotte de chaque côté. Quand le pied mère prenait l'escar, c'était dramatique. Il y avait des grands coups. C'était ça le problème. On voit parfois dans les vieilles vignes des marcottes en chapelet. Une première, tac, elle est remarcotée. Et tu vois, des fois, j'ai des photos comme ça avec 3 ou 4 souches qui sont marcotées, de marcottées. Et j'en ai une où ils sont tous morts d'un coup. Paf. Voilà. Donc, effectivement, c'est quand même une technique affaiblissante en général. Donc, s'il y a une forte vigueur sur la souche mère, ça passe. Si c'est limite et qu'elle commence à être atteinte par quelque chose, ça passe plus, quoi. Ah oui, c'est ce qu'on voit. À la date, fin juin, quand il y a les premiers symptômes, en général, c'est ceux-là en premier. Et moi, je l'explique assez facilement. Tu as un système racinaire et puis tu as 2 ou 3 surfaces foliaires qui sont rattachées. Toujours le côté des facteurs aggravants. Voilà, il y a 4 individus qui tirent sur le même. Ouais. Préconiser du regreffage. Parce que là, c'est pareil, tu as une production l'année d'après que du marcotage. C'est plus compliqué. C'est d'accord.
Ouais, puis avec quel taux de réussite, avec quel taux de reprise le regreffage? Parce que c'est là aussi, c'est en général, j'ai vu des cas où c'était de 0 à 30%, quelque chose comme ça. C'est du regreffage sur des souches qui sont déjà affaiblies. Honnêtement, les taux de reprise, un regreffage en fente, tu parles, les taux de reprise là, moi, sont très très faibles pour ce que j'observe. Hein. Le peu que j'ai pu observer, à chaque fois, c'était jusqu'à un jour où c'était 0. Il faut marquer tes pieds au premier symptôme, il ne faut pas attendre 3-4 ans. Oui. Et là, en général, le porte-pas fait 100 et ça repart. Après, c'est pareil, c'est que dans des terrains un peu forts qui nous risquent. Ah oui. Dans les gravits, ça marche pas. Ouais. Il faut pas d'arrêt de sève au moment. C'est ça. Ou arroser. Oui, il faut arroser.